Une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur EZAE Télévision. Chers amis internautes, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale sur EZAE Télévision, baptisée Info Hebdo. Cette semaine, du plafond au plancher, l'actualité politique nationale s'est articulée autour des dépôts de dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Des partis politiques ont le dos au mur à la Sénat. Sur les 9 partis politiques qui se sont présentés dans la nuit du 11 mars 2020, 4 ont pu obtenir leur récépissé provisoire. Il s'agit des partis politiques suivants: Union progressiste, Bloc républicain, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin et Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. Et pour en débattre, et pour un débat de qualité et de haute portée, je reçois pour vous, chers amis internautes, Jos Perzo Anago. Il est le directeur de publication du quotidien La Dépêche. Il sera face à un analyste politique qui a pour nom Gilles Christ Tchidi. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Jos Perzo Anago. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour aux internautes de EZAE TV. Bonjour à vous, Gilles Christidi, et merci d'être toujours disponible pour nos plateaux d'Info Hebdo. Bonjour Kader, je vous en prie, merci à tous les internautes qui nous suivent. Alors Gilles Christidi, je reste avec vous, vous êtes analyste politique. Dites-nous, quelle lecture a été la vôtre des différents événements qui sont déroulés dans la nuit du 11 mars au siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat? Bon, c'est une lecture qui n'est pas si extraordinaire que ça. Je n'ai pas été véritablement surpris des événements qui se sont déroulés dans l'enceinte de la Commission électorale nationale autonome, pour plusieurs raisons. D'abord, on est habitué depuis des années à voir les partis politiques aller dans l'enceinte de la Sénat le dernier jour du dépôt des dossiers. Pourquoi cela? Peut-être pour des réalités politiques. Vous voyez, lorsque le parti politique décide de ne pas positionner X, il peut faire des négociations. Si vous avez l'espèce sonnante et trébuchante, il peut faire des négociations pour se retrouver sur une autre liste. Les partis politiques évitent cela. Et puis aussi, si les partis font aussi une liste très tôt, même si on a dit qu'on a réformé, que les gens ne peuvent plus quitter comme ça, c'est que ça peut toujours causer des problèmes. Peut-être aussi pour le parti qui s'est dépêché pour aller, ça va aussi donner une vue aux autres partis qui ne sont pas allés pour voir exactement vos cartes, afin de mieux se préparer. Donc, les uns les autres sont méfiants, ils attendent le dernier moment. On a vu des partis politiques, je vais parler du PRD par exemple, qui s'est présenté à moins 12, 0 à moins 12. Donc, à 12 minutes alors de la fin du délai. Dans l'enceinte de la Sénat, ils sont restés, des jours après, ils sont encore là. Donc, je pense que sur ce qui s'est passé de façon globale, je n'ai pas été surpris. Après, on s'est rendu compte que certains partis politiques n'ont pas pu avoir leur récépissé provisoire. Ça aussi, je m'y attendais d'une manière ou d'une autre. Et donc, je n'ai pas vraiment été surpris de ce qui s'est passé. Joseph Perzo Anago, quelle est votre lecture? Bon, mais je me dis, ouf, voilà un processus d'engagé. C'est d'abord mon premier sentiment. Et avec ce qu'il y a d'appréhension qui se justifie en ce moment, parce que le tout ne suffit pas, n'est-ce pas, de franchir le portillon de la Sénat. Il faudra y aller avec toutes les prières du monde. Et je pèse mes mots, parce qu'on a beau avoir ce qu'on croit être justement ce dont il faut disposer pour aller candidater, mais rien n'est moins sûr, vous pourrez vous retrouver à la touche. Et donc c'est ça mes appréhensions, et ça se justifie dès lors que, d'ailleurs vous l'aviez dit tantôt, sur les 9, il n'y a que 4 qui, pour le moment, provisoirement, sont retenus. Le sort des 5 autres est entre les mains des experts de la Sénat qui, je l'espère, n'y trouveront pas trop de fautes majeures et permettre au maximum, au plus grand nombre de partis politiques de compétir. C'est important. C'est important. Alors, Gilles Christidi, dites-nous, est-ce que les partis politiques se retrouvent éprouvés par les nouvelles législations qui régissent un peu le monde électoral au Bénin? Visiblement, oui, sans pour autant être dans l'un ou l'autre des partis politiques, sans pour autant siéger dans les états-majors. Je pense qu'à distance, on peut constater déjà que les partis politiques souffrent vraiment au compte tenu des nouvelles dispositions. D'abord, pour mémoire, rappelez-vous que pour les dernières élections municipales, communales et locales, on a eu 34
partis politiques ou 34 listes, tout simplement, qui ont pu compétiter. Actuellement, nous avons eu 9 formations politiques, 9 partis politiques qui ont émis le vœu d'aller compétiter. Et sur les 9, pour l'instant, à l'heure où nous parlons sur votre plateau, c'est seulement 4 partis politiques qui ont leur récépissé provisoire. Alors, avoir son récépissé provisoire ne signifie pas que vous êtes d'office à jour et que vous allez compétiter. Non. C'est-à-dire qu'on a reçu vos dossiers, on va les étudier. Donc, récépissé provisoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre... d'abord une étude sommaire et expéditive qui se fait d'abord la délivrance de ce récépissé provisoire. Oui, donc d'une manière ou d'une autre, c'est éprouvant pour les partis politiques. Et puis, les nouvelles dispositions sont d'autant plus compliquées que lorsque vous prenez un seul candidat potentiel sur une liste, c'est plusieurs pièces à fournir. Et chacune de ces pièces doit être à jour. Vous voyez, si on vous dit un casier judiciaire datant de moins de 3 mois, par exemple, c'est que votre casier judiciaire, parmi les milliers, doit être à jour. Et c'est le cas pour les 3600 et quelques dossiers. Ainsi de suite pour le quitus fiscal, ainsi de suite pour le certificat de résidence, etc. etc. Donc, c'est un travail de fourmi. Et puis, les partis politiques aujourd'hui, pour les élections de proximité, ont le devoir de pouvoir positionner des candidats dans toutes les circonscriptions électorales, c'est-à-dire sur toute l'étendue du territoire national. Ça pose peut-être le problème de est-ce que c'est encore une élection locale, puisqu'il y a même le paramètre des 10% aussi, qui constitue une exigence majeure, un véritable casse-tête pour les partis politiques. Ça fait que, vous voyez, il y a certains partis politiques qui n'ont même pas voulu aller à la Sénat. On peut peut-être revenir sur le cas tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'ils ont estimé que les 10% ce paramètre-là constitue une entorse au principe d'élection de proximité. Nous sommes dans le processus de la décentralisation où ce sont les populations, peut-être, si je prends un exemple lambda, on dit Agla par exemple, le quartier de Agla, ou bien un quartier reculé de Cotonou, etc. Les populations de la zone choisissent les élus de leur localité pour les diriger à proximité. Alors, désormais, c'est que le même parti est obligé de positionner des élus locaux, enfin des candidats pour ces élections-là sur toute l'étendue du territoire national. Ça constitue pour les partis politiques un défi majeur. Et ça peut amener les partis à faire du remplissage. C'est-à-dire que, bon, on est bien conscient que à telle zone du Bénin, on n'a pas vraiment de fief, on a presque personne qui nous connaisse. Mais bon, voilà un jeune de 18 ans qui a des ambitions ou qui n'a peut-être pas des ambitions, mais comme il n'a jamais rien géré, il peut facilement avoir son quitus fiscal, il peut facilement avoir son casier judiciaire, etc., etc. Et on le pose, on fait du remplissage. Donc, résultat, tout ça là, c'est un travail éprouvant pour les partis politiques. Et on a vu déjà pour les formations qui n'ont pas pu avoir leur sésame jusqu'à présent, ne serait-ce que le récépissé provisoire, que c'est encore davantage une preuve palpable que c'est un exercice assez dur. On verra si à l'arrivée, si le délai supplémentaire qui leur a été accordé, après qu'ils ont pu franchir le portail de la Sénat, si ils finiront par être à jour, ne serait-ce que pour avoir le récépissé provisoire. Et après, on verra encore les partis qui seront véritablement validés par la Sénat pour aller aux élections. Pour aller aux élections. Alors, Joseph Perjoanagou, dites-nous, la tradition, on a vu des formations politiques, même 24 heures après, dans l'enceinte de la Sénat, avec photocopieuse, imprimante, avec le glacier même presque, pour essayer de le faire. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'à des moments donnés, il y a toujours un traitement de faveur quand il s'agit d'acteurs politiques en jeu? Ça aurait été un concours national, qu'on aurait dit la date butoir est fixée pour le 11, qu'on n'aurait pas accepté qu'il y ait des candidats qui soient à l'intérieur de la structure devant enregistrer les dossiers de candidature, qui vont rester là jusqu'au lendemain pour dire qu'ils sont en train d'élaborer ou de concevoir le dossier de candidature. Non, mais je vais nuancer ma réponse. Si les tests avaient bien prévu qu'aucun candidat qui intègre l'enceinte de la Sénat ne doit y rester au-delà de 23 heures ou autre, je ne pense pas que cela puisse être empiété. Donc, c'est une ouverture qui a été laissée, peut-être sciemment ou peut-être que le législateur n'avait pas prévu une telle chose. Donc, pour ma part, je me dis, c'est les aléas inhérents à ce genre d'opération. C'est une législation qui est d'ailleurs perfectible. Oui. Cependant, je me dis,
si on assiste à ce qui se profile aujourd'hui, cela est dû, bien entendu, à la fébrilité qui a caractérisé même les lois, qui ont conduit à la situation qui est ainsi analysée. Et c'est dû aussi à la précipitation. J'ai parlé de fébrilité, c'est vrai, à la précipitation qui a caractérisé tout ceci. Voyez-vous, mon confrère l'a dit tantôt, c'est 3600 dossiers, je crois, 36 000 pour l'ensemble des formations dont on parle en ce moment. Mais je voudrais vous rassurer, c'est vrai, je ne voudrais pas faire de la précipitation, je ne sais pas de la magie, mais je voudrais vous rassurer, tenez-vous tranquille, chers confrères. Dans tous les cas, il y aura au moins 2 partis politiques, les 2 blocs présidentiels qui iront aux élections. Ça, au moins, c'est garanti. Pourquoi vous faites de la fixation ? Je vous en prie, mais je vous dis que je voudrais vous rassurer. Nous ne nous retrouverons pas sans parti politique. Non, mais évidemment, à vous entendre parler, c'est que les 4 qui ont été repêchés pourraient encore avoir des difficultés. Non, 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 non. Il y a au moins 2 qui n'ont pas de difficultés. Et c'est tant mieux déjà pour la démocrature. Non, 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 pas démocrature. Nous parlons de démocratie, Joseph Perzan. Ah, d'accord. Et nous avons suivi les responsables des différentes formations politiques, à savoir Union progressiste, Bloc républicain, Mouel Bénin et Force pour Bénin émergent. Nous avons effectué également des descentes dans leurs sièges respectifs pour voir un peu comment ils préparaient les dossiers de candidature. Mais quand on voit un peu ce qui a été fait, le travail de fourmi qui a été fait, est-ce qu'on a encore des raisons d'être inquiet qui pourraient être retenues? Joseph Perzan, en toute honnêteté. Oui, mais j'en ai. J'en ai. Vous avez dans la... Bien sûr, j'ai des raisons de m'inquiéter dans la mesure où moi j'ai appris, et ça me renseigne suffisamment bien, j'ai appris avec la rupture que lorsque on est d'un côté donné, rien n'est gagné d'avance, dans la mesure où on a vu des partis, et pas des moindres, être relégués aux dernières élections législatives. Et donc, on vivra la même chose. Mais tant pis pour ceux qui ne voudraient pas avoir le courage de projeter leurs analyses devant. Ben, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer ou peut-être pour regretter. Mais moi, je suis en train de dire, au regard de ce que nous avions vécu jusque-là, je me dis qu'on a beau se mettre à jour, on peut se retrouver relégué. Mais il y a ceux qui doivent se retrouver relégués qui le savent, et il y a ceux qui ne seront jamais relégués qui le savent aussi. Et ça, on ne pourra pas m'empêcher de le dire. Et nous n'avons plus beaucoup de temps à faire. La preuve, vous voyez, tout le flou qui entoure déjà les petites informations qu'on peut laisser divulguer. On ne peut pas dire avec précision aujourd'hui ce qu'on reproche à tel ou à tel, mais pourquoi ceux-ci ont été... Non, mais pour avoir été dans l'enceinte de la Sénat, il y a des partis politiques qui sont venus avec leur malle déjà fermée, déjà prête, tels que Union progressiste, Bloc républicain, FCBE également, c'était déjà prêt. Mais nous avons vu d'autres formations politiques, dont Mouel Bénin et d'autres qui sont venus finaliser leur dossier de candidature. Est-ce que selon vous, Joseph Perzan, est-ce que c'est dans l'enceinte de la Commission internationale autonome qu'on doit forcément venir finaliser ces dossiers? Pas du tout, mais vous aviez déjà ouvert les cantines des 2 premiers partis que vous aviez cités tantôt pour vous rendre compte de ce que les cantines ne sont pas vides de tout document ou sont remplies de documents réellement. Sont remplis de documents. Ah ben là, vous voyez déjà. Puisque nous avons effectué... Vous aviez contrôlé et vous avez compulsé les dossiers? Non. Ces cantines peuvent être des cantines vides, mais passeront. Voilà. Gilles Christidi. Oui, après avoir suivi... Kader, je ne sais pas si vous êtes en train de dire qu'après avoir suivi le travail minutieux fait par les partis politiques, vous avez déjà l'assurance que ces partis seront validés. On ne peut pas le dire. Vous avez l'assurance? Non, il n'y a pas d'assurance, mais eu égard le sérieux qui a été mis autour en plus. Donc les autres n'ont pas mis du sérieux. Oui. Quand on voit un peu comment certaines formations politiques, telles que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Union progressiste, Bloc républicain, j'y étais à la Sénat, et FCBE sont venus avec des dossiers déjà prêts, finalisés, alors qu'il y a d'autres qui étaient là, encore à chercher des imprimantes, à encore chercher des arts de naissance. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un parallélisme à un niveau donné? Non, vous savez, c'est un peu trop vite aller en besogne déjà que de considérer les apparences pour déjà le verdict. Rien ne dit que si vous avez été déjà prêt et que vous allez à la Sénat, que d'office, vos dossiers sont déjà très bons. C'est une façon peut-être indirecte de commencer à préparer l'opinion à des opinions de tout genre après. Non, ce qu'il faudrait dire, c'est que, et contrairement au DP, je ne peux pas dire que les partis Union progressiste et Bloc républicain sont déjà très sûrs que leurs dossiers sont validés. On ne peut pas le dire non plus. Mais je ne peux pas dire que parce qu'ils n'ont pas finalisé leur dossier à la Sénat,
que leurs papiers sont à jour. Non. Et c'est là où la Sénat a une très grande responsabilité. Je sais qu'ils le savent. Parce qu'on a entendu, bien avant que tout ce processus ne soit enclenché, le président Emmanuel Tiandou qui a dit que, bon, contrairement à ce qu'on a vu pendant les législatives, que cette fois, il y aura plus des erreurs mineures, etc., etc. Ça veut dire qu'il reconnaît les failles des élections législatives. Et ça a suscité beaucoup de polémiques, vous voyez. Donc, actuellement, la Sénat sait elle-même qu'elle a une très grande responsabilité dans, on va dire, le déroulement de ce processus électoral. Et si vous voyez un peu tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, si, par exemple, les partis politiques se présentent aux équipes techniques de la Sénat avec leur malle, avec leur cantine contenant des dossiers, tout ce que les équipes font pour l'instant, ce n'est pas encore une analyse minutieuse. Ils réceptionnent les dossiers, ils vous délivrent un récépissé provisoire. Parce que j'ai appris, ils contrôlent, est-ce que dans chaque dossier, est-ce qu'il y a des pièces? Les 8 pièces là sont au nombre d'abord. Voilà. Et après, j'imagine qu'on va faire une lecture minutieuse pour voir la conformité entre votre identité sur telle pièce, avec telle autre, avec peut-être votre date de naissance, etc., etc., ou la date de délivrance de la pièce pour que ce ne soit pas une pièce antidatée, etc., etc. J'espère qu'après, ils vont faire tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis que pour la célérité et la transparence de ce scrutin, la Sénat a un très grand rôle à jouer. Et j'espère qu'effectivement, tout est mis en place pour que ce rôle-là soit joué. Et puis, pour le parti FCBE, par exemple, voilà un parti, comme on l'a dit à plusieurs reprises, même sur votre plateau ici, qui est potentiellement l'un des plus grands partis politiques au Bénin, en considération d'ailleurs des scores réalisés pendant les législatives 2015, mais aussi vu un peu les différents... Mais en 2015, c'était une alliance de partis politiques. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, FCBE est devenu parti politique. Mais malgré les débats... Je suis d'accord. C'est pour ça qu'on attendra les élections pour voir le poids des partis politiques, etc. Donc, mais si on considère de ces élections jusqu'à aujourd'hui, on dira que d'une manière ou d'une autre, FCBE a encore du poids. Mais les données ont beaucoup changé en matière de l'opinion maintenant, parce que le gouvernement fait beaucoup de choses qui sont appréciées diversement de part et d'autre. Ça peut changer la donne. Et il y a de nouvelles formations politiques qui sont dans la course. Vous voyez, par exemple, MPL, personne n'a vu venir ce parti politique. Moi, personnellement, je n'avais pas vu venir ce parti politique. Mais qui a pu se mettre à jour vis-à-vis du ministère de l'Intérieur, avoir son récépissé et aller à la Sénat. Donc, après, si ces partis politiques-là se débrouillent pour pouvoir avoir le pièce à jour, ou du moins au complet, et aller devant les équipes de la Sénat, on verra après le verdict, le verdict provisoire, c'est-à-dire le récépissé provisoire, et après le verdict final. Donc, pour l'instant, on ne peut préjuger de rien. Je ne voudrais pas qu'on puisse dire, bon, d'office, les partis politiques UP et BR sont d'office en lice pour les élections. Non, on ne peut vraiment pas le préjuger. Il peut arriver, moi je dis, tout est possible. Pourquoi ne pas accorder le bénéfice du doute aux organisateurs? Il est possible, je n'en sais rien, qu'on puisse nous dire, bon, tel candidat, bon, on n'a pas pu faire des dossiers à jour, donc telle liste est recalée. Je veux croire que c'est possible. Alors, quel rêve. Ma question, avant de me retourner vers Joseph Perzonago, dites-nous, Gilles Christini, pourquoi, au niveau de la Commission électorale nationale autonome, des formations politiques viennent avec des dossiers déjà finis et d'autres prennent en otage l'enceinte de la Sénat pour maintenant la conception de leur dossier. Très bien. Et je voudrais prendre un pan de l'analyse de Joseph Perzonago. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai compris. L'UP et FCBE sont venus avec des dossiers déjà où ils étaient prêts à les déposer, pas pour revoir. J'ai compris. D'abord, comme il a dit tout à l'heure, c'est peut-être l'une des failles des textes. Si par exemple les textes votés par les députés, donc acteurs politiques, prévoyaient qu'une fois dans l'enceinte de la Sénat, vous avez peut-être jusqu'à l'aube. Bon, peut-être on donne ce délai-là aux équipes de la Sénat qui doivent se dépêcher, elles, pour satisfaire les partis politiques. Parce que si on dit, bon, jusqu'à 8 heures, si tout le monde n'est pas reçu, on les chasse, peut-être qu'encore on va soupçonner les membres de la Sénat de faire de la lenteur pour reculer. Donc, on dit, vous avez peut-être un délai. Les tests n'ont pas dit ça. Ça fait qu'on entend que dans l'enceinte de la Sénat, vous avez encore 72 heures pour vous mettre à jour. Ça veut dire quoi? Les gens vivent à la Sénat désormais. Ils se logent là, ils mangent. La Sénat de nouveaux locataires. Justement. Donc, ce sont les failles des tests. Mais dans le même temps, j'ai apprécié un peu la façon dont vous lui avez posé la question. Dans le même temps, récemment, vous avez vu, on a lancé un concours de recrutement dans la police, dans l'armée. Alors,
Qui sont ceux qui ont postulé pour ce concours-là? C'est des pauvres citoyens, des gens qui n'ont pas d'emploi. Parce que, est-ce que vous avez un député à aller postuler pour être candidat, enfin, pour être recruté dans l'armée? Parce qu'il a déjà son gagne-pain. L'autre a dit qu'il est à l'abri du besoin. Donc, c'est ceux qui, les petits gens, les pauvres citoyens, les gens qui n'ont rien, mais qui ont envie de travailler quand même pour avoir leur pain quotidien mangé, c'est eux qui sont allés pour concourir. Et vous avez vu le nombre de gens recrutés, vous avez vu le nombre de gens qui ont couru dans la rue, qui ont postulé. C'est ça au Bénin. Le même gouvernement a lancé encore très prochainement un concours au profit du ministère de l'économie et des finances. C'est encore en cours là. Vous ne verrez pas des candidats qui sont autorisés à aller dans l'enceinte, je sais c'est du ministère ou je ne sais pas, de là où on doit déposer les dossiers, pour faire 3 jours avant de se mettre à jour. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a un traitement de faveur. Évidemment, c'est là où j'allais en arriver. Et d'abord, on m'a parlé de mesures d'assouplissement pour les acteurs politiques. Ou, bon, puisque vous êtes acteur politique, on vous dispense du paiement des frais pour recevoir le quitus fiscal. On vous dispense des frais de légalisation. Quelle est cette justice au Bénin où les pauvres citoyens, ceux qui n'ont rien du tout, c'est plutôt à eux qu'on devrait offrir des mesures de gratuité? Non, eux, ils doivent légaliser dans les rigueurs de l'art. D'ailleurs, pour ces gens de légalisation, ne tolèrent même pas pour les légalisations du commissariat, qui sont relativement moins chères. Vous devez aller à la mairie ou dans les arrondissements, payer peut-être 500 par légalisation. Vous légalisez tout ça, vous payez 5 000 ou 10 000 de quittance avant que votre pièce ne soit peut-être à jour. Et après, vous voyez la flopée de postulants pour le concours. Mais pour les acteurs politiques, eux qui ont déjà leur gagne-pain, qui ont déjà leur emploi, qui ne veut pas être mais un pauvre, il a minimum une maison. Voilà, un démuni, non. Il a le minimum et il sait déjà qu'il doit encore débourser de l'argent pour faire campagne. C'est encore à celui-là que vous voulez faire des mesures de gratuité, des mesures d'assouplissement. Après, si vous faites des analyses, d'autres personnes, ils verront même des mesures de... je ne vais pas vraiment aller dans les détails. C'est pour dire que vraiment, il y a sur ce point-là du 2 poids 2 mesures. Et en tant que jeune, je dois m'en indigner. Je dois encore davantage m'en indigner parce que j'ai des frères, j'ai des cousins, des neveux indirects, hein, ce n'est pas une question de sang, qui sont peut-être à Banikwara, à Tchoumi, à Natitengu, à Dassa, à Boycon, qui ont envie eux aussi que lorsqu'on veut lancer un concours, qu'on puisse dire, puisque vous êtes des pauvres et que vraiment nous on veut vous donner des mesures de gratuité, vraiment vous allez à ce concours-là, vous n'allez rien dépenser. Moi je veux entendre ça. Vous n'entendez pas ça. C'est encore les hommes politiques qui viendront se faire payer très chèrement avec des salaires mirobolants, colossaux. C'est encore à eux qu'on fait des mesures de gratuité. C'est eux qui ont le droit de siéger à la Sénat pendant 3 jours, 4 jours, ainsi de suite. C'est une justice, sociale à double vitesse, à mon avis. Injustice sociale à double vitesse. C'est l'avis de Gilles Christidi, Joseph Perzo-Anago. Dites-nous finalement, les acteurs politiques sont les princes de la République. Quand eux, ils ont un problème, il faut relire la législation. Quand ils ont un quelconque problème, il faut tout de suite qu'on interpelle l'Assemblée. Pourquoi tout le temps ce traitement de faveur au profit des acteurs politiques? Est-ce parce qu'ils inversent la donne sur le plan social, sur le plan de la stabilité de la paix dans le pays? Non, pas du tout. Parce qu'on sait que quand eux n'étaient pas présents dans un scrutin législatif, on a vu tout ce que ça a pu amener. Ailleurs, certains vous diront qu'il s'agit là de la corruption. Et puis, il n'y a pas de corruption sans corrupteur. Et il faut aller chercher le corrupteur, aussi haut qu'il soit perché. Ne me poussez pas à aller le chercher pour vous. Mais je voudrais dire ceci. Et voyez-vous, lorsque vous parlez de politiciens à qui on concocte un certain nombre de privilèges, il faut aussi regarder d'un côté que parfois, on ne va même pas à l'Assemblée. Vous avez parlé de faire recours aux députés à chaque fois pour toucher aux lois. Non. Il suffit seulement de... lois qui touchent leurs intérêts. Non, le quitus fiscal... Il faut quand même noter que c'est pour la première fois que les acteurs politiques ont pu prendre une législation à leur profit. Ils ont mal fait cela. Parce que généralement, les lois électorales sont les lois qu'ils arrivent à mieux voter. Mon cher confrère, non, vous n'y êtes pas. Sur ce plan-là, on n'y va pas forcément à l'Assemblée désormais. Pourtant, des textes de loi ont été violés, parce que quand on prend le quitus fiscal, on devrait retoucher la loi pour dire désormais, pour cette échéance, on ne doit pas exiger le quitus fiscal. Mais le quitus fiscal, c'est dit, il a plu un beau matin aux gouvernants, ils ne sont pas les faiseurs de loi.
Ils peuvent avoir l'initiative des lois. Mais il leur a plu un beau matin, par décret ou par arrêté, demander à ce qu'on ne paye plus de quitus fiscal. Montrez-moi le texte de loi qui a modifié la loi qui instaure le quitus fiscal. Non. Et donc, il y en a eu d'autres cas comme ça. Le ministre de l'Intérieur a suivi que le ministre de l'Intérieur prend 2 actes. Et puis, on ne parlera plus de cas d'électeurs. Mais là, vous ne voyez pas que ça pose un gros problème. Sur la base de quelle liste aujourd'hui la Sénat va s'appuyer pour que ces élections aient c'est-à-dire une senteur transparente? Parce qu'on n'a pas de liste. C'est sur quelle base? Vous ne trouvez pas que ces élections sont déjà sujettes à caution, sujettes à situation chrysogène? Pour ma part, je le dirais toujours, ce n'est pas parce que nous sommes dans une république où même les intellectuels sont devenus aphones, aveugles, et tout ce qu'on veut, que de petits gens comme moi ne diraient pas ce qui ne va pas. Ça ne va pas, mon cher confrère. Et donc, il s'agit pour moi, comme l'a dit mon confrère en face, que c'est une justice à double vitesse, mais je dirais même que c'est une république qui va à l'envers en reculant. Parce que les politiques ne sont pas plus citoyens que nous autres qui sommes ici. Ils ne sont pas plus citoyens que ces écoliers, ces collégiens qui, en cours de route, ne continuent plus parce que n'ayant pas les moyens pour aller peut-être réaliser 1 ou 2 pièces à 10 000 francs CFA ou à 7 000 francs CFA. Et ils sont, pour ainsi dire, à la maison, condamnés. Mais par contre, le politicien ne paye plus son quitus fiscal, il ne paye pas les charges qui sont les siennes. Et puis, on dit quoi? C'est vous dire, chers confrères, que moi, je trouve que, et contrairement à mon confrère et contrairement à ce que vous avez dit tantôt, c'est vrai, il y a déjà ceux qui sont sûrs d'aller à ces élections. Je vous mets au défi, au soir des compilations, qu'on me dise que les 2 blocs présidentiels, qu'il y a un qui ne soit pas de la course. C'est faux. Non, mais dans le même temps, on ne va pas forcément chercher, on ne va pas forcément chercher à trouver des erreurs là où il n'y en a pas. Si les 2 blocs se sont pris au sérieux, parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Après que le président de la Sénat a évoqué les questions d'erreurs mineures, qu'on leur a pardonné, c'est une pression supplémentaire sur les partis politiques dont il est question eux-mêmes pour se prendre plus au sérieux. Parce que psychologiquement, ils vont se dire, si cette fois on commet les mêmes erreurs mineures, ça peut flamber. C'est pour ça que, c'est pour ça que peut-être qu'ils ont dû encore faire preuve de plus de sérieux maintenant. Les partis du chef ne flamment pas. Ils auraient pu faire preuve de plus de sérieux maintenant qu'avant. Donc, ça ne me surprendrait pas si au soir du 23 mars prochain, du 23 mars, le président de la Sénat dit qu'ils sont à jour. Je pourrais peut-être me dire que ils ont alors dû tenir compte de la pression populaire, des opinions de part et d'autre, des avis multiples du DP Perzo, pour finalement se dire, ne tolérons plus, parce qu'il y a des cadres dans ces 2 partis politiques, Amoussou Bruno, etc. De l'autre côté, c'est des gens d'une certaine expérience qui auraient pu se dire, vu notre âge, notre nom, notre réputation, il faut qu'on se prenne au sérieux pour que nos partis politiques... Donc c'est dans le pire dès qu'il n'y a pas des... non, s'il vous plaît, c'est pas ce que vous voulez dire. C'est pas ce que vous voulez dire. Non, c'est pas ce que vous voulez dire. J'ai une question précise. Non, je voudrais pas laisser ça passer. Oui, je vous reviens. C'est pour ça que chaque parti politique a certainement pris au sérieux cette élection. Nous verrons, moi je ne voudrais préjuger de rien, nous verrons à l'issue de tout ça, les partis politiques qui sont retenus. Si vous voulez, en son temps, on reviendra pour analyser. Alors, José Perzo-Alago, quand on s'inspire des législations actuellement en vigueur, de leurs exigences, et qu'on constate un peu que lors du dépôt de dossier de candidature, il y a certaines formations politiques qui ne sont pas prises au sérieux. Osons le dire, qui ont pris un renouveau avec les anciennes habitudes, celle de prendre en otage l'ancienne de la Sénat, de commencer par penser à comment faire. Et on sent que c'est une démarche, j'y étais, j'ai vécu un peu l'atmosphère, et c'est ce que moi j'ai vécu. On sent une volonté manifeste. C'est une question que vous me posez ou bien vous faites une conclusion? Alors, je voulais vous poser la question de savoir, quelle analyse vous faites de cette action-là, qui consiste à ce que... depuis le délai imparti par la Sénat, depuis que le corps électoral a été convoqué, depuis que les quitus fiscaux et les récépissés des licences existent, pourquoi on a attendu tout ce temps avant de réunir les 3000 et quelques dossiers de candidature? Merci, chers confrères. Et si vous restez dans ce schéma, je vous y accompagnerai. Mais ne vous détournez pas.
Vous êtes resté dans le schéma qui consiste non, à dire... Non, il n'y a pas de schéma. Je vous pose la question, Bon, ok. Dans cette posture, oui. je vous accompagnerai, chers confrères, et je répondrai volontiers à vos interrogations. En ce sens que vous aviez tantôt dit, et ça, les internautes nous en témoigneront, vous aviez dit, mais pourquoi lorsque on a fixé les règles du jeu par les tests, il n'y a que les tests de loi qui fixent les règles du jeu. Pourquoi les règles du jeu ont été fixées et certains éprouvent encore du plaisir à venir compiler leur dossier dans l'enceinte de la Sénat. C'est-à-dire que ceux-là n'ont pas pris en compte les exigences des tests de loi. Est-ce qu'ils ont mesuré l'envergure? Très bien. Évidemment, le gouvernement aussi n'a jamais mesuré l'envergure de ces élections, sinon il n'aurait pas laissé le quitus fiscal à volo ainsi. Parce que c'est aussi une exigence de loi. C'est des tests de loi, c'est un code, c'est la loi, les lois qui nous régissent, qui régissent ces élections, qui imposent le quitus fiscal. Et j'ai entendu le chef de l'État, il y a quelques mois en arrière, dire, écoutez, moi, je ne marcherai pas sur les lois de la République, je suis là, j'en suis le garant, et donc vous pourrez repartir à l'Assemblée, allez vous entendre avec les députés là-bas. Mais curieusement, ce même chef d'État n'a pas éprouvé le besoin de dire, attention, à faire de quitus fiscal, il faut aller revoir les tests. Personne n'a revu les tests, et puis on est resté entre quatre murs, et le quitus fiscal a été tué. C'est devenu gratuit. Mais comment ne voulez-vous pas que les gens aussi ne prennent pas comme un amusement les dossiers à compiler? Et c'est pourquoi il dit aucun parti politique, je le dis de façon solennelle, aucun parti politique ne peut régulièrement et normalement remplir les formalités qui leur sont imposées. À moins qu'il n'y ait une main secourable. Il y a des partis politiques qui disposent d'une administration et qui sont à l'œuvre depuis que le corps électoral a été convoqué. Si vous y travaillez, moi je n'y travaille pas. Non, mais je suis en train d'observer. Je suis journaliste. Et je le suis également. Je le suis également. J'ai fait des formations politiques. Et puis j'ai vu des partis politiques. Tous les partis politiques. Département, tous les responsables de partis politiques se sont confiés. Ce n'est pas une affaire fameuse. C'est compliqué. C'est complexe. Nul n'est en mesure de rassembler tout ce qu'on a demandé. Pourtant, avec des mains secourables, d'autres vont le faire. Non, il n'y a pas de main secourable, puisqu'on a vu des formations politiques qui dit, comme je le disais tout à l'heure, je donne par exemple le cas par exemple, de l'Union progressiste. Respecter les lois et tout sera respecté. Un constat où chaque département avait une équipe qui était en charge de recueillir les dossiers des différentes communes de ce département-là et qui faisait quand même des contrôles tour à tour. Et les dossiers étaient révisés 3 fois. Ce qui n'a pas été le cas probablement au niveau des autres formations politiques. Pourquoi? Comment vous pouvez dire ça? Puisque quand oui. Le PRD était trop sûr, était tellement sûr de cette affaire qu'ils ont dépêché 16 Quand on a essayé de rentrer en contact avec eux pour aller effectuer des constats, on a senti quand même une volonté de ne pas vouloir permettre à la presse de s'y rendre. Non, il y a une chose. Il y a le fait qu'un parti politique soit en train de s'organiser très minutieusement et ne pas vouloir le dévoiler à la face du monde. On ne peut pas contraindre un parti politique à inviter la presse à chaque instant. À révéler Je vous concède peut-être l'analyse selon laquelle, effectivement, les partis de l'Union progressiste, je l'ai dit tout à l'heure, l'Union progressiste n'est pas une petite formation politique, qu'on le veuille ou pas. Hein. C'est des mastodontes politiques qui sont là-bas, ils ont une administration, etc. Je les trouve même très organisés. Pour le bloc républicain, je ne sais pas comment ils se sont arrangés non plus. Mais j'ai la ferme conviction qu'ils ne se laisseraient pas faire, ils ne laisseraient pas volontiers des erreurs passer. Il peut y avoir des erreurs. S'il y a des erreurs, FCB également. Honnêtement, oui, s'il y a des erreurs, honnêtement, qu'on puisse les dévoiler, qu'on puisse vraiment les mettre encore sur la même balance. Dans la nouvelle législation, ils disposent encore de quelques jours pour réajuster. Très bien. Donc, c'est pour ça que, raison de plus pour que, cette fois, s'il y a des erreurs, l'erreur est humaine, dit-on. S'il y a des erreurs, qu'on puisse les révéler pour dire que ces partis politiques-là ont des erreurs et que si les choses en restaient là, ils ne peuvent pas compétiter. Dans le cas contraire, puisque le Code électoral lui-même dit ils ont encore un délai pour pouvoir se mettre à jour, sauf changer la liste, bon, qu'on puisse dire au moins qu'ils ont fait des erreurs en son temps. Mais on ne peut pas aussi dire que les autres partis politiques ne se sont pas organisés. Moi, je ne sais pas. Par exemple, le parti FCBE. Personne n'a dit qu'ils ne sont pas organisés. Non, vous avez dit que ce n'est pas le cas. Mais juste qu'on a constaté qu'il n'y a pas le même sérieux. Voilà, c'est ce que je dis. Non, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire. Moi, je n'ai aucun indicateur qui me fait dire, par exemple, que les autres partis politiques n'ont pas mis en place un système. Les systèmes ne sont pas obligés d'être équitables ou égaux. La sélection n'est pas la même. Voilà. Donc, mais cela ne signifie pas que
parce que tel parti politique a eu un bureau départemental. C'est vrai que je ne veux pas faire de stigmatisation, mais on a constaté qu'il y avait même une formation politique qui n'était même pas au pas des informations que la Sénat avait mises à disposition des différentes formations politiques ce jour-là. Bon, donc ça n'engage que ce parti. Il y avait une inscription qui devait se faire en ligne. C'est ainsi aussi que, chers confrères, le PRD, étant tellement sûr de son affaire, a dépêché Pourquoi minimum 16... plusieurs fois le nom du PRD? Non, mais chat échaudé craint l'eau froide. Voilà. Le PRD a dépêché une escouade d'huissiers pour aller constater ces documents. C'est vous dire que chacun s'y est mis selon son tempo. Selon les armes. Et ses moyens. Et ses moyens. Donc, on ne peut préjuger de rien en disant que tel n'a pas fait cas de sérieux. Non. Mais dans le même temps, Oui, il faut reconnaître que dans le même temps, j'aurais vraiment aimé que chacun des partis politiques puisse vraiment installer son système bien en amont au plan départemental. Vous savez, la charte des partis politiques dit que chaque parti politique doit avoir un bureau départemental. C'est dans les textes. Autant vous avez 15 membres fondateurs par commune, autant vous avez un bureau départemental. Alors, ça veut dire qu'indirectement, la loi vous aide vous-même à mandater des gens au plan local pour vérifier les dossiers. Mais dans la même période, vous savez que la même loi dit que le président du parti signe tous les dossiers. Et après, ça a été dit dans les mesures d'assouplissement pour dire, bon, on fait grâce de cela. Donc, c'est pour dire que chacun des partis politiques a l'obligation de mettre en place son système dans le but de nous épargner ces spectacles où on va à la Sénat, on dort là, on fait des jours là. Moi, ce n'est pas une bonne image. Mais c'est ça, les acteurs politiques. On a beau tout dire, ils sont confrontés à ces mêmes difficultés. Après, la solution, c'est quoi la solution? C'est que ça n'engage que moi. Hein. Je n'ai pas la prétention de leur dicter des lois, mais c'est mon souhait. Pour voter des lois, quels que soient ceux qui votent des lois, vous savez, la loi a une caractéristique universelle fondamentale, c'est qu'elle est impersonnelle. Ah, mais ici, c'est si vous votez une loi qui s'applique dans sa stricte rigueur et qu'elle ne favorise personne, c'est que c'est vrai que c'est la loi, mais on va retoucher la loi et elle satisfait tout le monde au même pied d'égalité. Donc, je veux dire par là que ceux même qui votent les lois, par exemple, les premières lois qui ont consacré les élections législatives 2019 ont été votées par les députés de la 7e législature. On connaissait la configuration de ce Parlement. Alors, ça veut dire que les législateurs eux-mêmes ont un défi très fondamental dans la législation. Des gens votent les lois sans même en connaître le contenu. Ils votent les yeux fermés et après ça les tient au cou. Ça veut dire que nous devons nous prendre au sérieux pour que, 1, les lois soient très bien votées, 2, qu'on les applique convenablement et que 3, les partis politiques se prennent au sérieux, se rendent à la Sénat dans le délai imparti et puis déposent leurs pièces, leurs dossiers et rentrent chez eux. Après les spectacles, si par exemple les étrangers nous voient et bon, un parti fait 3 jours, 4 jours dans l'enceinte de la Sénat, dort là, ils deviennent des locataires sans payer un loyer, vous voyez. Donc, ça ne fait pas sérieux. Et c'est tout ça là qui fait qu'on dit que les acteurs politiques sont les plus prisés de la société, les plus cargérés, ainsi de suite. Alors, j'ai Christy, et nous sommes presque à la fin, nous tombons à la fin. Dites-nous, quelle pourrait être la surprise que vous nous réservez, la question des 10%? C'est une question fondamentale et on peut avoir des surprises de tout genre. D'abord, vous voyez déjà, c'est très éprouvant de pouvoir franchir le cap de la Sénat. La Sénat est devenue comme, on ne sait pas, une barrière très importante pour les partis politiques. Entre-temps, c'était presque une formalité, vous allez... bon. Actuellement, ce n'est plus comme ça. Donc, c'est très éprouvant pour les partis politiques de voir leur nom sur la liste définitive de la Sénat. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir les 10%. Alors, sur ce point, nous aurons vraiment des surprises de tout genre. Moi, je me dis, si les autres partis qui sont en sursis actuellement, si je peux le dire ainsi, l'UDBN, FCDB, MPL, c'est pas PR. Bon, c'est vrai que PR, je ne connais pas leur configuration, etc., etc. Je ne sais pas si j'ai oublié un parti politique, le PRD. Si ces partis politiques-là réussissaient à décrocher leur récépissé définitif à la Sénat et qu'on a 9 partis politiques en compétition, vous verrez que la question des 10% va susciter beaucoup d'émoi et de débats sur le terrain. Les autres partis politiques qui semblent être dans les faveurs à écouter le DP Perso, qui semblent selon lui à être dans les faveurs, je vais parler de l'Union progressiste, du Bloc républicain, rien ne dit qu'ils auront les 10% très facilement. Rien ne dit que UDBN aura les 10%, rien ne dit que PRD. Donc, les surprises peuvent venir
de part et d'autre. Parce qu'actuellement, tout est chamboulé sur le terrain. On ne sait même plus qui est qui sur le terrain. On ne sait rien du tout. Les populations n'ont pas... Voilà, une vraie confusion. Les populations n'ont pas encore eu le choix nécessaire pour opiner sur le plan électoral. C'est pour ça que je dis que les surprises peuvent venir de tout part. Vous voyez, un jeune parti politique qu'on appelle MPL. Les gens ne savent pas d'où ça vient. Les gens ne savent pas comment c'est né. En un temps si record, ils ont pu se mettre à jour pour naître. Si pendant les élections, les populations se disent, bon, les deux blocs du chef de l'État, Union progressiste, bloc républicain, on est fatigué de la gouvernance du président Patrice. Je dis, si les populations d'une région donnée disent, on est fatigué de leur gouvernement, on ne vote pas pour eux. Mais dans le même temps, on a vu FCBE pendant 10 ans, on est aussi fatigué d'eux. On ne vote pas pour eux. Ils vont essayer de choisir dans le cadre un 109. Dans les partis politiques qui existent. PRD a aussi une tâche. C'est Adrien Houmbédi, même si Adrien Houmbédi n'est pas candidat, c'est qu'Adrien Houmbédi a été président de l'Assemblée nationale à la 7e législature, qui a voté ces lois-là, qui ont causé des problèmes à tout le monde, y compris lui-même. Donc, les populations de certaines régions peuvent aussi dire, PRD, on n'en veut pas parce qu'on les a vus, bon, on sait qui ils sont. Donc, les gens peuvent banalement, je dis banalement, si MPL réussissait, aller porter leur choix sur MPL, parce qu'on va se dire, c'est la jeunesse, un Korogonais très jeune, ainsi de suite. Bon, ils sont jeunes, optons pour la jeunesse. Ça peut se faire. Tout comme peut-être UDBN, les femmes, si elles réussissaient à haranguer les femmes peuvent se dire, ben, on est fatigué, etc., etc. Ou les féministes, même hommes, peuvent se dire, accompagnons. Donc, la question des 10%, mon cher Kader, ça va faire très mal. Et moi, vous verrez, ça serait difficile de voir qu'un parti politique a fait un très très bon score dans une zone qui est la sienne, mais dont on t'assurera de n'avoir pas réussi les 10% au plan national et donc ne sera pas validé pour la suite du processus. Ça va être très éprouvant. Joseph Perrin-Lagour, sur la question des 10%. Non, mais moi, ma position a été toujours claire et c'est resté la même. Je me dis que c'est une grosse erreur qui sera regrettée par les politiques. Et d'ailleurs, ils le regrettent déjà. Le drame est qu'ils ne peuvent pas en parler. Là, ça le fait très mal aux entournures. Vous imaginez que mes oncles ou mes tantes de Bembereke pensent élire celui qui va gérer leur contrée et que du jour au lendemain, c'est mon oncle d'Adjoun qui viendra officier. C'est ça les conséquences du 10%. Et mieux, ça vient d'enterrer. Et si ça a lieu, ça va enterrer tranquillement la décentralisation. En ce sens que les règles de la décentralisation, c'est la gestion à la base. Il n'y a rien à aller chercher ailleurs. Mais avec cette règle de 10%, c'est le drame qui pourrait s'offrir aux populations locales parce que la décentralisation ne pourra pas subsister à cela. Et l'autre versant, c'est quoi? Il a dit, ça va faire très mal parce que... Et c'est cela, si les jeux sont ouverts, moi j'ai espoir que si jamais les jeux sont ouverts, les FCBE sont en lice, le PRD en lice, tous les partis en lice, je voudrais demander, comme les politiciens savent se faire des faveurs, qu'au moins la dernière faveur que moi je voudrais demander au nom du peuple qui attend, c'est de faire la faveur de laisser les 9 formations politiques aller aux élections. Et vous allez avoir la surprise la plus gigantesque de ce siècle. Malheureusement, merci à vous, ce stade-là, il n'y aura pas de faveur. On aura compris. Alors, très rapidement, Gilles Christidi, pour clore cette émission, est-ce que les 10% n'avaient pas été institués pour essayer un peu de freiner les partis politiques qui voulaient quand même prétester ou prétendre qu'ils ont une envergure nationale? Peut-être, c'est même l'objectif officiel. Les 10% ont été institués pour faire des partis politiques des formations d'ancrage national. C'est vrai, j'en suis bien conscient. Et d'une part aussi, je dis, on ne peut pas dire qu'on a un parti politique... Ça dit qu'à l'avenir, on doit revoir peut-être à la baisse le pourcentage ou peut-être à la hausse? Non, vous savez, c'est que si ça ne tenait qu'à moi, on aurait même pu en tenir compte tenu des élections données. Pour les élections locales, municipales et communales, moi, de façon personnelle, je ne sais pas à quoi serviraient les 10%. Mais pour la présidentielle, par exemple, même si on dit vous voulez président de la République, alors si le territoire national ne vous connaît pas, je peux dire que vous n'êtes pas éligible parce que vous ne détenez pas votre légitimité du peuple. Là, je peux comprendre. Vous comprenez un peu. Mais pour les élections de proximité, c'est là où moi ça me pose problème. Mais c'est le législateur qui a décidé, je ne suis pas député. Donc, les 10% selon les arguments officiels,
c'est que les partis politiques doivent faire un effort pour se faire connaître sur l'étendue du territoire national. Mais vous verrez, le versant après, c'est si par exemple quelqu'un se fait élire dans son fief, dans son parti politique, un très bon score, dans sa zone, il a tout pris, et que son parti n'a pas les 10% plan national, c'est peut-être quelqu'un qui viendra d'ailleurs, c'est-à-dire un parti politique qui a réuni les 10%, qui va envoyer son élu dans la localité. Ça veut dire que celui-là n'a pas été élu dans sa zone. Donc, le principe de ce que les populations élisent leurs dirigeants à la base serait un peu biaisé. Mais que voulez-vous? C'est ça l'inversion. La loi a toujours ses avantages et ses inconvénients. Merci voilà. à vous, Julie Christ, qui dit. Je vous en prie. La loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est la loi. Si, elle doit être respectée. C'est ça, la loi est due, mais c'est la loi, on la respecte. On la respecte. Si on n'est pas d'accord, on va la changer. Si on ne la change pas, on la respecte. Voilà. Merci à vous, Julie Christ. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique et vous étiez face à Joseph Perzoanago, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Chers amis internautes, comme vous pouvez comprendre, c'est la fin d'Info de ce jour. Merci pour l'attention et à samedi prochain pour un autre numéro. Portez-vous bien.